Mes parents ont emmené ma nièce à Disneyland pour son 9e anniversaire. Ma fille a demandé « Et mon anniversaire la semaine prochaine ?» Mon père a ri. « Chérie, nous ne faisons cela que pour les petits-enfants spéciaux. » Je n'ai pas discuté. J'ai simplement mis à jour un document. 4 semaines plus tard, ils ont reçu une lettre recommandée et ont commencé à frapper à ma porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Mon père a regardé ma fille de 8 ans dans les yeux et lui a dit qu'elle n'était pas assez spéciale pour un voyage d'anniversaire. 4 semaines plus tard, il se tenait sur mon porche, une lettre recommandée dans ses mains tremblantes, me suppliant de revenir sur ce que j'avais fait. Je m'appelle Karen Albright. J'ai 38 ans. Je travaille comme hygiéniste dentaire dans un cabinet familial à environ 20 minutes de chez moi. Je suis là depuis 11 ans maintenant. Bons avantages, salaire stable, le genre d'emploi qui me permet de payer les factures et de mettre de la nourriture sur la table sans trop m'inquiéter du mois suivant. Je suis également mère célibataire depuis 5 ans, depuis que mon ex-mari, Travis, a décidé que la paternité n'était pas vraiment son truc et a disparu pour commencer une nouvelle vie quelque part en Arizona. Aux dernières nouvelles, il a une nouvelle petite amie et une moto. Tant mieux pour lui. En attendant, j'ai quelque chose de mieux, j'ai Brinley. Brinley est ma fille. Elle vient d'avoir 8 ans et elle est le centre absolu de mon monde. C'est le genre d'enfant qui remarque quand quelqu'un a l'air triste et demande s'il a besoin d'un câlin. Elle dessine des animaux et les laisse sur mon oreiller en guise de surprise. Elle a traversé plus de choses que n'importe quel enfant de son âge ne devrait avoir à gérer, entre le départ de son père et le fait de grandir sans beaucoup d'argent. Mais elle ne se plaint jamais. Elle aime intensément et espère le meilleur. C'est ce qui rend cette histoire si douloureuse. Parce que Brinley a passé des années à espérer que ses grands-parents l'aimeraient autant qu'ils aimaient sa cousine. Elle leur faisait des cartes. Elle cueillait des fleurs dans notre cour et me demandait de les leur apporter. Elle se souvenait de leurs anniversaires et de leur anniversaire de mariage. Elle a fait tant d'efforts, mais rien de tout cela n'a jamais compté. Famille homme, femme, fille, garçon, ma famille et le favoritisme. Laissez-moi vous parler de mes parents. Mon père s'appelle Gérald, mais tout le monde l'appelle Géry. Il a 67 ans et est maintenant à la retraite. Il était expert en sinistres dans les assurances, ce qui signifie qu'il a passé 40 ans à trouver des raisons de ne pas payer aux gens ce qui leur était dû. Cela en dit long sur qui il est. Il est charmant quand il veut l'être, il sait comment se mettre les gens dans la poche, raconter une blague, faire croire aux gens qu'il est l'homme le plus généreux du monde. Mais à huis clos, il gère la famille comme une entreprise. Tout est transactionnel. Tout doit lui être profitable. Ma mère s'appelle Pet. Elle a 65 ans et a passé la majeure partie de sa carrière comme secrétaire à notre église. C'est une femme adorable, tout le monde le dit, elle apporte toujours des plats aux familles dans le besoin, elle se porte toujours volontaire pour les ventes de pâtisserie. Mais voici le problème avec ma mère, elle ne s'est jamais opposée à mon père. Pas une seule fois en 43 ans de mariage. Quoi que Géry dise, c'est la loi. Quoi que Géry veuille, ça arrive. Et si vous avez un problème avec ça, Pet sera la première à vous dire que vous êtes trop sensible. Ensuite, il y a ma sœur aînée, Denise. Elle a 42 ans, 4 ans de plus que moi, ce qui lui a permis d'être l'aînée, la pionnière, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Denise a été la reine du bal de fin d'année. Denise a reçu une voiture neuve pour son 16e anniversaire. Denise a épousé un homme nommé Victor, qui possède 3 concessions automobiles dans notre comté. Ils vivent dans une maison de 5 chambres avec piscine et partent en vacances dans des endroits que je n'ai vus que dans des magazines. Denise a une fille. Elle s'appelle Marin et elle a 9 ans. Marin va bien. Ce n'est pas une mauvaise enfant. Elle a juste été élevée dans la conviction qu'elle mérite le meilleur de tout, car c'est ainsi que ses grands-parents l'ont toujours traitée. Voyages spéciaux, cadeaux coûteux, attention et éloges à chaque réunion de famille. Brinley a assisté à cela toute sa vie. Elle a vu Marin obtenir des choses qu'elle ne pourrait jamais rêver d'avoir. Elle a vu mes parents s'illuminer lorsque Marin entrait dans une pièce, tout en reconnaissant à peine l'existence de Brinley. Et pendant des années, j'ai trouvé des excuses. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. Je me suis dit que Brinley ne le remarquait pas. Je me suis dit que la famille, c'était la famille, et qu'on ne quittait pas sa famille. J'avais tort sur toute la ligne. Symbole de collision, l'événement déclencheur. Voici l'histoire de la façon dont mon père m'a montré exactement qui il est. C'est l'histoire de la façon dont un seul commentaire lors d'un dîner dominical a détruit une relation que j'avais passé des décennies à essayer de sauver.
Et c'est l'histoire de la façon dont j'ai finalement cessé de mendier des miettes d'affection et commencé à protéger ma fille de la seule manière qui comptait vraiment. J'ai modifié un seul document, juste quelques signatures, quelques noms mis à jour, et cela a mis mes parents à genoux. Ils pensaient pouvoir traiter ma fille comme si elle était invisible. Ils pensaient que je me tairais pour maintenir la paix. Ils avaient tort. Permettez-moi donc de vous ramener au début. Laissez-moi vous parler du dîner dominical qui a tout changé, des mots que mon père a prononcés et qu'il ne pourra jamais reprendre, et du moment où j'ai réalisé qu'aimer sa famille et protéger son enfant ne sont pas toujours la même chose. Parfois, il faut choisir. Et j'ai choisi Brinley. Cœur brisé, une vie de déception. En grandissant dans la maison Albright, j'ai appris très tôt que l'amour n'était pas distribué équitablement. Il était mesuré, calculé et accordé selon des critères que je n'ai jamais totalement compris, mais que j'ai toujours échoué à satisfaire. Denise était la star. Dès mon premier souvenir, tout tournait autour d'elle. C'était la jolie, l'intelligente, celle que mon père présentait à ses collègues lors des pique-niques d'entreprise pendant que je me tenais à l'écart, tenant une assiette en carton. Quand Denise a été sélectionnée pour l'équipe de cheerleading, mes parents lui ont organisé une fête. Quand j'ai fait partie du tableau d'honneur, ma mère a dit que c'était gentil et m'a demandé de mettre la table pour le dîner. J'avais l'habitude de penser que si je travaillais plus dur, que j'accomplissais plus de choses, que je devenais plus impressionnante, ils me verraient enfin. Alors, je me suis dépassé. J'ai eu de bonnes notes. Je suis resté à l'abri des problèmes. J'ai financé mes études d'hygiéniste dentaire en travaillant à temps partiel dans une épicerie. Quand je suis tombée enceinte de Brinley, j'étais terrifiée à l'idée de l'annoncer à mes parents. Non pas parce que j'avais honte de mon bébé, mais parce que je savais qu'ils trouveraient un moyen de faire en sorte que cela tourne autour de la façon dont je les décevais. Et ils l'ont fait. Les mots exacts de mon père ont été « Eh bien, j'espère que Travis sait dans quoi il s'embarque ». Pas de félicitations, pas d'enthousiasme pour leur deuxième petite fille. Juste du doute. Juste la présomption que j'allais tout gâcher, comme je gâchais apparemment tout le reste. Lorsque Travis est parti 3 ans plus tard, la réponse de ma mère fut « Je ne peux pas dire que je sois surprise ». Aucune offre d'aide, aucune sympathie pour ce que je traversais, juste une confirmation de ce qu'ils avaient toujours cru. Denise était la réussite. J'étais l'exemple à ne pas suivre. Mais j'ai quand même construit une vie. J'ai trouvé un bon emploi. Je me suis fait des amis au travail qui sont devenus comme une famille. J'ai élevé Brinley dans un petit appartement, propre, puis finalement dans une petite maison avec une cour juste assez grande pour qu'elle puisse jouer. J'ai tout fait toute seule, et je l'ai bien fait. Mais rien de tout cela n'a jamais semblé compter pour mes parents. Le favoritisme s'est reporté sur la génération suivante de manière si fluide, c'en était presque impressionnant. Bébé des naissances aux anniversaires, la dévotion à Marin. Lorsque Marin est né, mes parents étaient à l'hôpital en quelques heures. Ils ont apporté des fleurs, des ballons et un ours en peluche qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Lorsque Brinley est né 2 ans plus tard, ils sont arrivés le lendemain, sont restés 20 minutes et sont partis car mon père avait une partie de golf. Lorsque Marin a eu 5 ans, mes parents ont loué une salle au club de golf et ont invité 30 personnes. Il y avait un thème de princesse avec un vrai diadème et un gâteau à 3 étages. Lorsque Brinley a eu 5 ans, ils ont envoyé une carte avec un billet de $20 à l'intérieur. La carte était adressée à Brinley. Ils avaient mal orthographié son nom. Lorsque Marin a commencé les cours de danse, mes parents ont proposé de payer des cours privés. Il assistait à tous les spectacles et s'asseyait au premier rang. Lorsque Brinley a rejoint le club d'art à l'école et a eu sa première petite exposition, j'ai invité mes parents 3 semaines à l'avance. Ils ont dit qu'ils essaieraient de venir. Ils ne sont jamais venus. Plus tard, ma mère a dit qu'ils avaient oublié. Elle ne s'est pas excusée. J'ai gardé la trace de ces choses, non pas sur papier, mais dans mon cœur, chaque anniversaire manqué, chaque événement oublié, chaque moment où Marin recevait quelque chose de spécial tandis que Brinley n'obtenait rien. Je me disais que ce n'était pas une compétition. Je me disais que comparer n'était pas sain. Je me disais que mes parents aimaient leurs 2 petites filles, juste de différentes manières. Mais Brinley l'a remarqué. Les enfants remarquent toujours. Elle m'a demandé une fois, quand elle avait 6 ans, pourquoi grand-mère et grand-père aimaient plus Marin. J'ai senti mon cœur se fendre. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, que les grands-parents montraient parfois leur amour différemment, que cela ne voulait pas dire qu'ils l'aimaient moins. J'ai menti à ma fille pour la protéger d'une vérité que je n'étais pas prête à affronter moi-même. Lyon, le dîner de la honte. Le dîner dominical a eu lieu début octobre. Les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur. Brinley parlait de son anniversaire depuis des semaines.
Elle allait avoir 8 ans et n'avait qu'un seul souhait. Elle voulait aller quelque part de spécial avec ses grands-parents, pas à Disneyland, pas dans un endroit cher. Elle avait mentionné le zoo, juste le zoo, 1 heure de leur temps, une petite aventure qui lui ferait sentir qu'elle comptait. J'ai appelé ma mère quelques jours avant le dîner. J'ai dit, Brinley espère que toi et papa l'emmènerez au zoo pour son anniversaire. Cela représenterait le monde pour elle. La réponse de ma mère fut évasive. On verra, ma chérie. Tu sais, le dos de ton père le fait souffrir. J'ai accepté, comme je l'acceptais toujours. Je me suis dit que peut-être, cette fois, ce serait différent. Peut-être qu'il nous ferait une surprise. Quand je suis entré chez mes parents ce dimanche-là, j'ai très vite réalisé que la seule surprise serait de voir à quel point ils allaient blesser ma petite fille. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, j'ai su que quelque chose se passait. Il y avait une énergie dans la pièce qui sentait la célébration, l'excitation, comme une fête surprise sur le point d'être lancée. Marin sautillait dans le salon. Denise tenait son téléphone, prête à filmer. Mes parents se tenaient ensemble avec d'énormes sourires sur leur visage. Et mon père tenait quelque chose dans sa main. 4 billets, lumineux et colorés. Le logo de Disneyland, reconnaissable même de loin. Mon père les a agités en l'air comme s'il exhibait un billet de loterie gagnant. Marin, ma chérie, devine où grand-mère et grand-père t'emmènent pour ton anniversaire. Marin a hurlé. Littéralement hurlé. Elle a sauté de joie, ses boucles blondes rebondissaient, et elle s'est jetée dans les bras de mon père. Disneyland. Oh mon Dieu, Disneyland. Merci. 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 Denise filmait tout. Dis merci à mamie et papy, mon cœur. Laisse-les voir à quel point tu es excité. Ma mère rayonnait. Mon père riait. Tout le monde était si heureux, si absorbé par la joie de Marin que personne ne m'a remarqué debout, figé dans l'embrasure de la porte. Personne n'a remarqué Brinley à côté de moi, sa petite main serrant la mienne, regardant tout avec de grands yeux. Panneau stop les 7 mots. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Mes parents m'avaient dit qu'ils ne pouvaient pas emmener Brinley au zoo à cause du dos de mon père. Mais ils pouvaient emmener Marin à Disneyland, un voyage de 3 jours, des heures de marche, d'attente dans les files. Mais son dos allait bien pour ça. Son dos allait bien pour la petite fille spéciale. Brinley a tiré sur ma manche. Sa voix était si petite, si confuse. Elle dépassait à peine le bruit de la célébration de Marin. Maman, et mon anniversaire la semaine prochaine? La pièce est devenue silencieuse. Pas complètement muette, mais assez pour que je sache que les gens l'avaient entendu. Le sourire de ma mère a vacillé. Denise a légèrement baissé son téléphone. Mon père s'est tourné vers Brinley comme s'il venait de remarquer son existence. Et puis, il a ri. Ce n'était pas un rire cruel. Cela aurait pu être plus facile à digérer. C'était méprisant, désinvolte, comme si Brinley avait dit quelque chose de bête et d'enfantin qui ne méritait pas de vraie réponse. Chérie, on ne fait ça que pour les petits enfants spéciaux. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. 7 mots pour briser quelque chose chez ma fille qui, je n'en suis pas sûr, guérira un jour complètement. J'ai vu le visage de Brinley changer. D'abord, la confusion. Elle n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Puis, la réalisation. La lente, horrible compréhension que son grand-père venait de lui dire qu'elle n'était pas spéciale. Pas pour lui, pas pour sa grand-mère, pas pour personne dans cette pièce, sauf moi. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle est juste devenue très immobile. Sa prise sur ma main s'est resserrée jusqu'à ce que je sente ses petits ongles s'enfoncer dans ma paume. Ma mère est intervenue immédiatement, sa voix aiguë et nerveuse. Jerry ne voulait pas dire ça comme ça. L'anniversaire de Marin est un grand événement, ma chérie. 9 ans, c'est un cap. Tu comprends? J'ai entendu ma propre voix, terne et étrange. Brinley va avoir 8 ans, pas 9. Et Marin vient d'avoir 9 ans le mois dernier. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Denise a levé les yeux au ciel. Allons, Karen. Ne rends pas ça bizarre. Ce n'est pas une compétition. Mais ça l'était. Cela avait toujours été une compétition, et ma fille perdait depuis le jour de sa naissance. Elle ne savait juste pas que le jeu était truqué jusqu'à cet instant. J'ai regardé mon père. Il ne s'excusait pas. Il ne revenait pas en arrière. Il me regardait avec cette expression familière d'agacement léger, comme si j'étais dramatique, comme si je réagissais de manière excessive, comme si le problème venait de moi et non des mots qui venaient de sortir de sa bouche. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation.
Toutes les fois où j'avais ravalé ma langue et ma peine et m'étais dit que maintenir la paix était plus important que mes propres sentiments. J'avais sacrifié ma dignité encore et encore pour maintenir une relation avec des gens qui me considéraient comme inférieur. Et maintenant, il faisait la même chose à ma fille, juste devant moi, sans la moindre once de honte. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je ne l'ai pas annoncée. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement dit, Brinley, va chercher ton blouson. On s'en va. Mon père a ricané. Ça y est. Karen ramène encore tout à elle. Denise a ajouté, tu n'as pas à gâcher le moment de marin juste parce que tu es jalouse. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la main de ma fille, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence pendant que Brinley pleurait doucement sur le siège arrière. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste pleuré, et je l'ai laissé faire parce que je n'avais pas de mots pour améliorer les choses. Mais j'avais un plan. Il ne le savait pas encore. Parchemin le plan et le testament. Cette nuit-là, après que Brinley se soit finalement endormi en pleurant, je me suis assise seule à ma table de cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. La maison était silencieuse, le genre de silence qui pèse, comme si l'air lui-même attendait que quelque chose se produise. J'ai rejoué les mots de mon père encore et encore dans ma tête, on ne fait ça que pour les petits enfants spéciaux. J'ai pensé au visage de Brinley, à la confusion se transformant en douleur, la douleur se transformant en compréhension. Ma fille de 8 ans savait maintenant sans aucun doute que ses grands-parents ne l'aimaient pas comme ils aimaient sa cousine. Cette connaissance resterait avec elle pour toujours. Je ne pouvais pas l'annuler. Je ne pouvais pas la protéger de cela. C'était déjà arrivé, mais je pouvais m'assurer que cela n'arrive plus jamais. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de mes parents, à essayer d'être assez bien, à essayer de prouver que je méritais le même amour qu'ils donnaient si librement à Denise. Et où cela m'avait-il mené? Nulle part. J'étais toujours la déception, toujours la pensée après coup. Et maintenant, ma fille héritait de cette même position, de cette même douleur, de ce même système de classement invisible qui la plaçait tout en bas sans qu'elle n'ait commis aucune faute. J'en avais fini. Pas fini en colère, pas fini de façon dramatique, juste terminé. Comme un livre que je m'étais forcé à lire pendant 38 ans. Et j'ai finalement accepté que la fin n'allait jamais changer. Je me suis levé de la table et j'ai marché jusqu'à mon classeur. Dans le tiroir du bas, sous d'anciennes déclarations de revenus et le certificat de naissance de Brinley, il y avait un dossier Mani que je n'avais pas touché depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvait mon dernier testament. Je l'avais rédigé quand Brinley avait 5 ans, juste après le départ de Travis. Mon avocate m'avait posé toutes les questions standards. Qui devrait gérer votre succession? Qui devrait être le tuteur de votre enfant mineur s'il vous arrivait quelque chose? Qui devrait recevoir le paiement de votre assurance vie? J'avais répondu sans hésiter, mes parents, Gérald et Pet Albrecht. Ils étaient de la famille. Ils étaient stables. C'était le choix évident. Je les avais également désignés comme bénéficiaires de mon assurance vie professionnelle, 200 000 $. Pas une fortune, mais assez pour s'occuper de Brinley si le pire arrivait. Assez pour payer son éducation, ses besoins, son avenir. Je me suis rassis à la table de la cuisine, le dossier ouvert devant moi. J'ai lu les documents lentement. Les noms de mes parents étaient partout. Tuteur, bénéficiaire, fiduciaire. Je leur avais tout donné parce que je croyais, malgré toutes les preuves du contraire, qu'ils agiraient correctement envers ma fille. Maintenant, je connaissais la vérité. S'il m'arrivait quelque chose, Brinley irait chez des gens qui la considéraient comme un fardeau. Elle grandirait dans une maison où Marin obtenait tout et elle, les restes. On lui rappellerait chaque jour qu'elle n'était pas spéciale. Et mes parents empocheraient 200 000 $ pour le privilège de la faire se sentir sans valeur. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Mémo, une mise à jour déterminée. Lundi matin, j'ai appelé mon avocate avant même de partir travailler. Je lui ai dit que j'avais besoin de mettre à jour mon testament immédiatement. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit non, mais que ça allait l'être. Nous nous sommes rencontrés ce mercredi-là pendant ma pause déjeuner. Je lui ai tout raconté, les années de favoritisme, le voyage à Disneyland, le commentaire qui avait brisé le cœur de ma fille. Elle a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête lentement et a dit qu'elle comprenait parfaitement. J'ai retiré mes parents en tant que tuteur. À leur place, j'ai nommé mon amie Yolanda. Elle était assistante dentaire dans mon cabinet, 10 ans de plus que moi, et elle traitait Brinley comme une nièce depuis le jour de sa naissance. Elle venait aux fêtes d'anniversaire. Elle se souvenait de la couleur préférée de Brinley et de ses plats préférés. Elle était présente.
C'était plus que ce que mes parents n'avaient jamais fait. J'ai retiré mes parents en tant que bénéficiaires de mon assurance vie. L'argent irait désormais dans une fiducie pour Brinley, avec Yolanda comme fiduciaire. Chaque centime serait utilisé pour l'avenir de ma fille. Mes parents ne recevraient rien. Ensuite, j'ai fait quelque chose contre lequel mon avocate m'avait mis en garde. J'ai ajouté une déclaration d'intention, une explication écrite des raisons pour lesquelles j'apportais ces changements. J'ai décrit le favoritisme. J'ai décrit le schéma de négligence. J'ai décrit en termes clairs et précis ce que mon père avait dit à ma fille et pourquoi ce commentaire était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mon avocate m'a regardé quand j'ai fini de dicter. Si vous leur envoyez une copie de cela, cela va déclencher une guerre. J'ai signé mon nom au bas du document. Bien. Qu'ils voient exactement qui ils sont, par écrit. Boîte aux lettres pleine, la confrontation. 2 semaines plus tard, j'ai posté une copie certifiée du testament mis à jour à mes parents, accompagnée d'une lettre. La lettre était courte. Elle disait qu'ils avaient fait leur choix et que maintenant, je faisais le mien. Je leur ai dit que c'était ma décision finale et que je n'en discuterais pas davantage. Puis, j'ai attendu. 4 semaines se sont écoulées. Je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents. Pas d'appel téléphonique, pas de message, pas de visite surprise. Une partie de moi se demandait s'ils avaient même ouvert l'enveloppe. Une partie de moi se demandait s'ils l'avaient lu, haussaient les épaules et continuaient leur vie parce que je n'avais de toute façon jamais vraiment compté pour eux. Puis est arrivé un jeudi soir début novembre. Brinley était à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. J'étais devant la cuisinière, préparant des spaghettis, son plat préféré. La maison sentait le pain à l'ail et la sauce tomate. C'était paisible, normal, le genre de soirée ordinaire que j'avais appris à chérir. Et puis, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte d'entrée. Pas frapper doucement, taper violemment. Le genre de coup désespéré et agressif qui fait bondir votre cœur dans votre gorge. Brinley a levé les yeux de sa feuille, les yeux écarquillés. Je lui ai dit de rester à table et j'ai marché jusqu'à la porte, les mains légèrement tremblantes. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le visage de mon père, rouge et furieux. Ma mère se tenait derrière lui, du mascara coulant sur ses joues, comme si elle avait pleuré pendant tout le trajet. Mon père tenait quelque chose dans sa main. L'enveloppe certifiée déchirée. Les documents froissés, comme s'il les avait serrés dans son poing. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et j'ai attendu. Mon père n'a pas perdu de temps en salutations. « Qu'est-ce que c'est que ça, Karen? Tu nous coupes les ponts à cause d'une blague ?» Sa voix était assez forte pour que mes voisins puissent l'entendre. Je suis resté calme. Je m'étais préparé à ce moment depuis le jour où j'avais signé ces papiers. Ce n'était pas une blague pour Brinley. C'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Nous sommes ses grands-parents. Nous avons des droits. Vous n'avez aucun droit. Les grands-parents n'ont pas de droits légaux sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Et même si vous en aviez, vous avez perdu toute prétention morale sur ma fille quand vous lui avez dit qu'elle n'était pas assez spéciale pour votre amour. Ma mère s'est avancée, sa voix aiguë et désespérée. Karen, s'il te plaît. Tu dois comprendre. Ton père ne voulait pas dire ça comme ça. Tu sais comment il parle. Il dit des choses sans réfléchir. Nous aimons Brinley. Nous aimons nos 2 petites filles. Je l'ai regardée. Cette femme qui ne m'avait jamais défendu, qui avait regardé son mari favorisé Denise pendant 40 ans sans jamais dire un mot, qui avait trouvé des excuses pour chaque affront, chaque rejet, chaque moment de cruauté déguisé en négligence. Vraiment, maman, vous aimez Brinley? Alors, dis-moi quand est son anniversaire? Silence. Elle est en quelle classe? Plus de silence. Quel est le nom de son enseignante? Quel est son animal préféré? Qu'a-t-elle demandé pour Noël l'année dernière? Ma mère a ouvert la bouche et l'a refermée. Elle n'avait aucune réponse. Elle ne connaissait pas du tout ma fille. Aucun des 2 ne la connaissait. Mon père a changé de tactique. Sa voix est devenue plus basse, plus contrôlée, mais je pouvais sentir la colère bouillonner en dessous. C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Tu essaies de nous punir. Tu essaies de prendre ce qui nous appartient. J'ai failli rire. Papa, l'argent va dans une fiducie pour Brinley. Je ne reçois pas un seul dollar. Cela n'a rien à voir avec vous punir. Il s'agit de m'assurer que s'il m'arrive quelque chose, ma fille sera élevée par quelqu'un qui l'aime vraiment, pas par des gens qui la voient comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Le visage de mon père a changé. La colère a laissé place à autre chose.
Quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, la peur. Une peur réelle, authentique. Pas à propos de l'argent, mais à propos du document lui-même, du constat écrit de tout ce qu'il avait fait, éplé en langage juridique qui pourrait être lu par des avocats, des juges et toute autre personne qui pourrait avoir besoin de le voir. Si les gens voient ça, a-t-il commencé? Ma mère a commencé à sangloter. Elle m'a supplié de reconsidérer. Elle a dit qu'ils allaient changer. Ils passeraient plus de temps avec Brinley. Ils l'emmèneraient en voyage. Il se ferait pardonner. J'ai secoué la tête. Vous avez eu 8 ans pour vous faire pardonner auprès d'elle. Vous avez eu 8 ans pour la traiter comme si elle comptait. Au lieu de cela, vous l'avez fait se sentir invisible. Et maintenant, vous n'êtes là que parce que vous avez peur de ce que dit ce document à votre sujet. Mon père a menacé de contester le testament devant les tribunaux. Il a dit qu'il engagerait un avocat. Il a dit que je le regretterais. Je lui ai dit d'y aller. Une affaire judiciaire rendrait tout public, chaque détail, chaque exemple de favoritisme, chaque mot de ma déclaration d'intention. Il a pâli. Je leur ai dit à tous les deux de partir. Quand ils n'ont pas bougé, j'ai dit que j'appellerais la police. Ma mère a attrapé le bras de mon père et l'a tiré vers la voiture. Il continuait de crier des menaces en reculant dans l'allée, manquant de peu de heurter ma boîte aux lettres dans sa hâte de s'enfuir. J'ai fermé la porte, les verrouillé et je suis retourné préparer le dîner pour ma fille. Le nouvel équilibre. Les conséquences sont arrivées rapidement et fortement. Denise a appelé le lendemain matin, hurlant pratiquement au téléphone avant même que j'aie fini de dire bonjour. Elle m'a traité de vindicative. Elle m'a traité de jalouse. Elle a dit que je déchirais la famille à cause d'un commentaire anodin que j'avais complètement exagéré. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai posé une question. Si maman et papa avaient dit à Marin qu'elle n'était pas assez spéciale pour un voyage, est-ce que tu les défendrais encore? Elle a raccroché sans répondre. Je ne l'ai pas rappelé. Au cours des semaines suivantes, la famille s'est fragmentée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à me contacter. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir remarqué le favoritisme de mes parents. J'étais juste la première à faire quelque chose. Ma tante Linda, la propre sœur de mon père, a appelé pour dire qu'elle était fière de moi. Elle m'a dit que Gérald avait toujours été comme ça, même quand ils étaient enfants. Il choisissait des favoris et punissait quiconque le remettait en question. Elle a dit qu'elle regrettait de ne pas s'être opposée à lui des décennies auparavant. Mes parents ont essayé différentes approches au fil des semaines et des mois. D'abord, il y a eu les cadeaux. Des jouets chers pour Brinley livrés à ma porte sans carte, sans mots, sans excuses, juste des objets destinés à acheter le pardon. J'ai donné chacun d'eux à une œuvre de bienfaisance pour enfants. Brinley ne les a même jamais vus. Ensuite, il y a eu les « singes volants », des amis de la famille qui appelaient pour me dire que j'étais trop dur. Des membres de l'église qui disaient que le pardon était la chose chrétienne à faire. Un oncle éloigné qui a suggéré que je blessais Brinley plus que mes parents ne l'avaient jamais fait en la coupant de ses grands-parents. J'ai écouté poliment, puis j'ai expliqué que je protégeais ma fille de personnes qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier son cœur. La plupart d'entre eux ont arrêté d'appeler après ça. Mes parents ne se sont jamais excusés, pas une seule fois. Mon père a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat menaçant d'une action en justice, mais rien n'en est jamais sorti. Je pense qu'il a réalisé qu'une affaire judiciaire ne ferait qu'exposer tout ce qu'il avait passé des années à cacher. L'image soigneusement construite du patriarche généreux s'effondrerait sous le poids des preuves documentées. Il ne pouvait pas prendre ce risque. Le cadeau le plus précieux. Le plus difficile dans tout cela a été d'aider Brinley à comprendre. Elle m'a demandé pourquoi grand-mère et grand-père ne venaient plus. Elle m'a demandé si c'était sa faute. Cette question a failli me briser. Je l'ai assise sur son lit et j'ai tenu ses 2 mains dans les miennes. Je lui ai dit la vérité avec des mots qu'une enfant de 8 ans pouvait comprendre. J'ai dit que certaines personnes ont du mal à aimer équitablement. Certaines personnes font du favoritisme et cela n'a rien à voir avec les gens qu'elles négligent. C'est un problème à l'intérieur d'elles, pas à l'intérieur des personnes qu'elles blessent. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle avait été une petite fille merveilleuse. L'échec leur appartenait entièrement. Elle a pleuré un peu. Puis elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était contente que je sois sa maman. Je l'ai tenue si fort que j'ai cru que je ne la lâcherais jamais. Pour son 8e anniversaire, je ne pouvais pas me payer Disneyland. Je ne pouvais même pas me payer une grande fête. Mais j'ai pris ma journée de congé et nous sommes allés au zoo ensemble, rien que nous deux. Nous avons nourri les girafes et regardé les pingouins se dandiner dans leur enclos.
Elle a passé presque 1 heure dans le pavillon des papillons, debout, parfaitement immobile, tandis qu'un morpho bleu se posait sur son épaule. À la fin de la journée, elle m'a regardé avec le plus grand sourire et m'a dit que c'était le meilleur anniversaire qu'elle ait jamais eu. C'est là que j'ai finalement compris quelque chose que j'aurais dû réaliser des années auparavant. J'avais passé tellement de temps à essayer d'obtenir que mes parents fassent sentir Brinley spécial. J'avais supplié, fait des allusions et espéré qu'ils se rattraperaient et lui donneraient l'amour qu'elle méritait, mais la seule personne dont l'effort comptait vraiment était le mien. Je n'avais pas besoin de leur validation. Ma fille non plus. Je ne sais pas si mes parents et moi nous réconcilierons un jour. Cette porte n'est pas complètement fermée, mais ils devraient la franchir avec un remords sincère et un changement de comportement. Jusqu'à présent, ils n'ont montré aucun intérêt à faire l'un ou l'autre, et j'ai fait la paix avec cela. Ma fille sait qu'elle est spéciale. Non pas parce que ses grands-parents l'ont emmenée dans des voyages coûteux, non pas parce que quelqu'un d'extérieur lui a dit qu'elle en était digne. Elle le sait parce que sa mère le lui montre tous les jours par sa présence, par sa protection, par sa volonté de s'éloigner des gens qui la feraient se sentir petite. Certaines familles vous élèvent. Certaines familles vous enseignent de dures leçons. La mienne a enseigné à Brinley la plus dure de toutes. Parfois, les gens qui sont censés vous aimer ne le feront tout simplement pas. Et quand cela arrive, vous ne mendiez pas des restes. Vous vous en allez avec votre dignité, vos limites et les gens qui comptent vraiment. Si cette histoire a résonné en vous, j'espère que vous la partagerez avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi d'une fois où vous avez dû protéger quelqu'un que vous aimez de personnes qui auraient aussi dû l'aimer. Et si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire. Votre soutien compte énormément. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin les uns des autres et rappelez-vous que vous êtes toujours spécial aux yeux des gens qui vous voient vraiment.